Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver sur Télésud pour cette nouvelle édition de la mi-journée. Il y a la une de ce mercredi 22 mars. Le parti de Peter Obi, le candidat arrivé troisième à l'élection présidentielle au Nigeria, a annoncé mardi qu'il avait officiellement déposé un recours juridique contre la victoire de Bola Tinubu, le représentant du parti au pouvoir. 2 jours après la libération des otages Olivier Dubois et Jeffrey Rookney, les questions restent nombreuses. Comment s'est déroulée leur libération? Qui est intervenu pour rendre possible cette fin de captivité? Beaucoup de questions auxquelles nous tenterons de vous apporter des réponses. Et pour terminer ce journal, nous nous rendrons au Cameroun où la course à l'eau potable à Douala s'apparente à un véritable parcours du combattant. On débute donc cette édition avec Peter Obi, l'outsider arrivé troisième lors de l'élection présidentielle au Nigeria, qui a annoncé mardi qu'il avait officiellement déposé un recours en justice contre la victoire de Bola Tinubu, le représentant du parti au pouvoir. Un recours annonciateur d'une longue bataille juridique concernant les résultats de l'élection présidentielle du 25 février dernier. On fait le point avec Soukaina Skali. Nouvel acte dans la saga de la crise post-électorale au Nigeria. Presque un mois après la proclamation des résultats, donnant Bola Tinubu vainqueur de la présidentielle, la décision ne passe toujours pas auprès de Peter Obi. Le candidat, arrivé troisième, a officiellement introduit un recours juridique, comme il l'avait prévu au lendemain de sa défaite. Permettez-moi de réitérer, je vous assure, bon peuple du Nigeria, que je vais explorer toutes les options légales et pacifiques pour récupérer notre mandat. Nous avons gagné l'élection et nous le prouverons aux Nigérians. Devant une cour d'appel d'Abuja, au Nigeria, l'outsider a fait savoir que la commission électorale avait violé la loi électorale, en cause, selon lui, des fraudes massives dans les urnes et des résultats biaisés. Comme vous le savez, cette élection n'a pas respecté les normes minimales attendues d'une élection libre, transparente, crédible et équitable. Elle restera comme l'une des élections les plus controversées jamais organisées au Nigeria. Le bon peuple du Nigeria, qui travaille dur, a encore été volé. Le 25 février dernier, Peter Obi, candidat du Parti travailliste, créait la surprise en recueillant 25% des voix. Il se classait donc en troisième position derrière Bola Tinubu du parti présidentiel APC et Atiku Abubakar du Parti démocrate du peuple. Mais l'élection avait été entachée par de graves défaillances techniques et de nombreux retards dans la transmission électronique des résultats, ce qui avait provoqué la colère d'une partie des électeurs. Lors de sa visite à Paris, Alain-Claude Bilibidze, le Premier ministre gabonais, a accordé une interview à nos confrères d'RFI de France 24, durant laquelle il a abordé sans détour la précédente élection présidentielle, tout en assurant la transparence pour le prochain scrutin prévu cette année. Il a également exposé la position du Gabon concernant le conflit russo-ukrainien suite au vote récent à l'ONU condamnant l'invasion russe. On l'écoute. Je crois que chacun a tiré les leçons de 2016, aussi bien dans la manière de mener la campagne, dans la manière de s'y organiser, mais surtout de gérer le pays. Excès de confiance en 2016? Je pense qu'en 2016, effectivement, certains ont péché par excès de confiance. Je pense qu'en 2016, beaucoup ont pensé que c'était plié d'avance, et ce qui a peut-être rendu plus difficile la question de l'élection. Mais cette élection a eu lieu, et on en a tiré toutes les leçons. On va aller à cette campagne, lorsqu'elle aura lieu, de manière apaisée, nous adressant aux Gabonaises et aux Gabonais, en proposant un projet crédible que nous mettrons en œuvre si le président était. Comment les otages français et américains, Olivier Dubois et Jeffrey Rookney, ont-ils été relâchés? C'est la question que beaucoup se posent 48 heures après leur libération. Une libération qui demeure enveloppée de nombreux mystères. Cependant, quelques éléments de réponse ont été révélés, comme va vous l'expliquer Émeric Torignon. Mardi matin, sur le tarmac de l'aéroport de Villacoublay en France, Olivier Dubois étreint des membres de sa famille sous le regard du président Emmanuel Macron. Libéré lundi avec l'humanitaire américain Jeffrey Rookney, enlevé le 14 octobre 2016, l'ex-otage français retrouve les siens après près de 2 ans de captivité. L'émotion est vive
malgré les nombreuses zones d'ombre qui entourent cette libération, comme bien d'autres avant elle. Si très peu de détails sont donnés sur les conditions de cette libération, l'implication de l'État nigérien dans les négociations ne fait en revanche plus de doute. Il s'agissait évidemment d'une intermédiation par le biais du Niger, et je crois d'ailleurs que le chef d'état-major nigérien, le général Moudi, qui s'est rendu à Bamako il y a quelques semaines, et avec la perspective d'une coopération discrète entre les services de renseignement nigériens et les forces de sécurité maliennes, ont largement contribué à la libération non seulement donc d'Olivier Dubois, retenu en otage depuis 711 jours, mais également de Jeffrey Wodke, l'otage américain. Mais comment s'est déroulée leur libération? À quelles conditions? Y a-t-il eu rançon ou monnaie d'échange? Autant de questions qui restent entières 48 heures après cette libération. À son retour en France, le journaliste Olivier Dubois, retenu à Gao au Mali depuis 2021 par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda, raconte avoir été informé par ses ravisseurs de l'imminence de sa libération le 7 mars. Mais c'est le 16 qu'il sera emmené en moto puis en pick-up dans la région de Kidal par des hommes avant d'être rejoint par l'Américain Jeffrey Wodke. Destination frontière Mali-Niger avant d'être récupéré par un avion gros porteur militaire pour l'aéroport de Niamey. On évoque beaucoup le rôle d'un ancien député Touareg proche de Yahya Gali, qui est bien le chef donc du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, Amada Bidi, dont on parle beaucoup ces derniers temps, et qui vraisemblablement a obtenu un certain nombre de concessions ou un certain nombre d'éléments, que ce soit des éléments financiers ou en tout cas la manière dont les groupes armés terroristes désormais ont engagé le dialogue avec les autorités maliennes. Mais le député Touareg Amada Agbibi, dont le nom est cité comme intermédiaire, a démenti avoir participé aux négociations qui ont abouti à la libération d'Olivier Dubois et de Jeffrey Wodke. Du côté de la France, comme lors de la libération de Sophie Pétronin, les autorités nient avoir versé de rançon, mais selon les spécialistes, la possibilité qu'il y ait eu une transaction financière n'est pas à exclure. Après son retour d'Éthiopie lundi soir, Anthony Blinken a accusé tous les belligérants, qu'ils soient des forces pro-gouvernementales ou des rebelles, d'avoir commis des crimes de guerre durant les 2 ans de conflit dans la région du Tigré. Selon lui, de nombreux actes ne sont pas le fruit du hasard ou des conséquences indirectes de la guerre, mais sont plutôt calculés et délibérés. Les détails avec Souilas Bahi. C'est à l'occasion d'un point de presse que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a fait un compte rendu de sa dernière visite à Addis Abeba ce lundi à Washington. D'un ton solennel, ce dernier a porté de graves accusations à l'encontre de toutes les parties impliquées dans le conflit. Il les accuse entre autres d'avoir commis des crimes de guerre, mais aussi des crimes contre l'humanité et même des génocides. J'ai établi que des membres des forces armées éthiopiennes, des forces armées érythréennes, des forces du Front de libération du peuple du Tigré et des forces d'Amara ont commis des crimes de guerre lors du conflit dans le nord de l'Éthiopie. Les membres des forces armées éthiopiennes, des forces armées érythréennes et des forces d'Amara ont également commis des crimes contre l'humanité, dont des meurtres, des viols et d'autres formes de violences sexuelles et de persécution. Les membres des forces Amara ont commis de crimes contre l'humanité par déportation ou de transfert forcé et se sont rendus coupables de nettoyage ethnique par leur traitement des Tigréens dans le Tigré occidental. Les propos du secrétaire d'État américain ont fait bondir Addis Abeba. C'est dans un communiqué publié ce mardi que le ministère des Affaires étrangères éthiopien a fait part de sa réprobation, jugeant les accusations à la fois sélectives, partielles et partiales. Alors qu'un processus de paix est en cours depuis la signature d'un accord le 2 novembre 2022, le gouvernement éthiopien estime cette sortie à la fois inopportune et contre-productive. Le secrétaire d'État, lui, ne s'est pas contenté d'accuser, il a demandé aux différentes parties d'amener les auteurs de ces crimes devant leur justice respective. Nous exhortons les gouvernements d'Éthiopie et d'Érythrée, ainsi que le TPLF,
à faire rendre des comptes aux responsables de ces atrocités. Ces mesures, la reconnaissance, la responsabilisation et la réconciliation sont essentielles pour rompre le cycle de violence ethnique et politique qui a saisi l'Éthiopie et l'a si longtemps empêché d'exploiter son potentiel illimité. Lors de son déplacement en Éthiopie la semaine dernière, Anthony Blinken n'avait pas explicitement évoqué des crimes de guerre ou contre l'humanité. Il s'était juste contenté d'appeler à la réconciliation et l'établissement des responsabilités. Ces nouvelles déclarations sonnent comme un revirement qui pourrait mettre à mal le processus de paix engagé dans la région. Une conférence spéciale sur l'eau s'ouvre aujourd'hui à New York, la première depuis 46 ans. Selon l'ONU, il est crucial de se préparer à une crise de l'eau douce due au changement climatique et à la pollution. Les Nations Unies estiment que 2,3 milliards de personnes vivent dans des pays soumis à des contraintes hydriques, ce qui risque de créer des tensions inévitables. Je vous propose d'écouter Richard Connor, auteur principal du rapport de l'UNESCO sur l'eau en 2023. 2 milliards de personnes n'ont pas accès à un approvisionnement en eau potable, ce qui en soi constitue déjà une énorme crise humanitaire. On sait également que 3,6 milliards de personnes, soit près de la moitié de la population mondiale, n'ont pas accès à des services d'assainissement sûrs. En conséquence, 80% de l'eau, qu'il s'agisse d'eau utilisée ou d'eau usée, comme il ne faudrait pas l'appeler, retourne dans l'environnement sans aucun traitement. Le pire scénario est assez simple. Les populations, qu'il s'agisse de celles des villes ou même les populations rurales, ne peuvent pas survivre si elles n'ont pas assez d'eau. Ce sera donc un exode de personnes appelées des réfugiés environnementaux ou des réfugiés de l'eau. Mais ils ne peuvent tout simplement pas rester s'ils n'ont pas assez d'eau pour survivre. Donc soit ils devront déménager, soit ils mourront. Et l'eau, justement, il en est question à Douala, au Cameroun. Quotidiennement, des milliers de citadins sont contraints de se déplacer vers de nombreux forages anarchiques pour pallier les défaillances du service public en matière d'eau. Cette situation entraîne un risque de pollution des nappes phréatiques, mettant ainsi en péril la santé publique dans une ville où le choléra sévit encore de manière épisodique. Souilas Baï. Au petit matin, ils sont des milliers, bidons en main, à se ruer vers les différents points de forage privés dispersés dans la ville de Douala. Le trésor tant convoité, quelques litres d'eau potable pour les besoins du quotidien. À Douala, l'accès à l'eau potable est devenu une véritable épreuve du quotidien pour des milliers de consommateurs, contraints de parcourir parfois plusieurs kilomètres chaque jour afin de pouvoir s'en procurer. Les points d'eau potable sont extrêmement rares, c'est tellement rare et peu visible et peu de quartiers en ont. Du coup, lorsqu'il y a un point comme celui-ci, tout le monde se précipite et déjà même vous avez vu les difficultés que les gens en ont pour puiser ici, c'est une bagarre, c'est un combat. C'est un combat donc ce n'est pas du tout facile. L'eau potable dans la ville de Douala, c'est comme un trésor. Si ces points de forage se multiplient et viennent en aide aux Camerounais, ils présentent de graves risques sanitaires. Ces forages étant privés, ils ne sont soumis à aucune autorisation préalable des autorités. Dans un milieu fortement urbanisé, ces constructions hasardeuses exposent les Camerounais qui s'y rendent à des maladies allant des gastro-entérites au choléra. Certains ouvrages ne sont pas réalisés suivant les règles de l'art. Et ceci peut entraîner certains risques sanitaires, notamment des ouvrages qui ne sont pas faits à des profondeurs requises ou qui ont aux alentours des possibles points de contamination. Selon le délégué du ministère de l'eau pour la région du littoral, une étude est en cours afin d'examiner la situation sanitaire des forages et elle devrait permettre d'obliger les usagers à se conformer aux normes. Le président Paul Biya a demandé au gouvernement de lancer d'urgence un méga projet d'adduction d'eau potable à Douala et ses environs dans ses vœux du Nouvel An pour l'année 2023.
Selon l'ONU, le cyclone meurtrier Freddy a laissé plus d'un demi-million de personnes sans abri au Malawi, déclenchant une explosion de besoins humanitaires. Les agences onusiennes ont également recueilli des données montrant que Freddy, qui s'est dissipé la semaine dernière après avoir provoqué de fortes inondations et des glissements de terrain impressionnants, a causé la mort d'au moins 499 personnes dans le sud du pays, épicentre de la catastrophe, et de plus de 650 dans l'ensemble de l'Afrique australe depuis fin février. La CEDEAO qui envoie une mission d'évaluation des besoins humanitaires au Kenya, Grain from Ukraine qui débarque des dizaines de milliers de tonnes de blé à Mombasa, et Vincent Bolloré qui est soupçonné de corruption au Togo. C'est le reste de l'actualité préparée pour vous par Alexis Berthémier et Noël Dong. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a envoyé une mission intégrée d'évaluation et de validation des besoins humanitaires techniques au Burkina Faso. Elle séjournera dans le pays du 21 au 27 mars courant. Cette mission est composée d'experts de la CEDEAO. Son objectif est de permettre à l'organisation sous-régionale de prendre des mesures urgentes pour aider le Burkina Faso à faire face à la crise humanitaire auquel le pays est confronté. Cette crise résulte des déplacements massifs des populations et d'une réduction drastique de la production agricole, animale et alimentaire dans les zones touchées par l'insécurité du fait des attaques et des menaces de groupes terroristes armés. À l'initiative de Grain from Ukraine, des dizaines de milliers de tonnes de blé ont débarqué au port de Mombasa, au Kenya. C'est la première livraison dans ce pays. Une opération lancée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour venir en aide aux pays africains, en proie à une crise alimentaire majeure exacerbée par la guerre en Ukraine. L'immense navire aura mis plus d'un mois pour arriver à Mombasa depuis le port d'Odessa en Ukraine. Une traversée possible grâce au corridor humanitaire en mer Noire, mais ralentie par les contrôles russes. Il s'agit d'un total de 25 000 tonnes de blé financé par plusieurs pays européens à travers le programme alimentaire mondial. Cette livraison vient à un point nommé dans un pays frappé par une crise alimentaire majeure. Ce blé venu d'Ukraine sera distribué dans le nord du Kenya. Soupçonné de corruption au Togo, Vincent Bolloré voit sa mise en examen confirmée. Selon ses avocats, la Cour d'appel de Paris a confirmé mardi la mise en examen de l'homme d'affaires pour corruption d'argent public étranger. Mais les juges ont annulé une partie des pièces de l'enquête sur l'attribution de la gestion du port de Lomé entre 2009 et 2011. Saisis depuis 2013, les juges d'instruction soupçonnent le groupe Bolloré et ses dirigeants d'avoir utilisé les activités de conseil politique de sa filiale Euro-RSCG pour décrocher frauduleusement la gestion du port de Lomé au bénéfice d'une autre de ses filiales. En février 2021, Vincent Bolloré avait reconnu publiquement les faits reprochés et accepté de payer une amende de 375 000 €. Mais la juge en charge du dossier avait refusé d'homologuer le plaidé coupable, estimant nécessaire la tenue d'un procès. Retour en France, où malgré l'adoption définitive de la réforme des retraites lundi, la contestation sociale ne faiblit pas et a été violemment réprimée dans la soirée par les forces de l'ordre, comme le montrent de nombreuses vidéos relayées sur les réseaux sociaux et dénoncées par l'opposition. Mathieu Nicolas. Place de la République, aux alentours de 22 h. Un jeune homme est violemment interpellé par plusieurs membres des forces de l'ordre. Il reçoit de nombreux coups avant d'être isolé et traîné au sol. Mardi soir, 2 jours avant une nouvelle journée nationale de mobilisation, des milliers de personnes ont de nouveau manifesté partout en France contre la réforme des retraites. Dans la capitale, de nombreuses scènes de violences policières ont encore fait le tour des réseaux sociaux. Policiers, CRS ou membres de la Bravem ont ainsi été filmés de multiples fois en train de charger violemment des groupes de manifestants qui semblaient calmes. Comme ici, où le journaliste Rémi Buisine se fait interpeller alors qu'il exerçait son métier. C'est la presse, monsieur, c'est la presse. Depuis quelques jours, la situation s'est fortement tendue dans les rues. La colère des manifestants contre la réforme des retraites se heurte à une répression policière des plus violentes. Face aux protestations d'associations, d'élus et d'organisations des droits de l'homme, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pointe du doigt les manifestants et apporte son soutien aux forces de l'ordre. Non au désordre, à la bordélisation, et je veux le dire à ceux qui veulent mettre le chaos en utilisant les policiers comme victimes de leur propre incurie. 94 policiers, gendarmes et pompiers auraient été blessés depuis les événements de jeudi dernier, alors qu'avocats, magistrats et politiques dénoncent des gardes à vue arbitraires et une répression policière excessive du mouvement social
Le ministre de l'Intérieur promet que si des policiers ont commis des actes contraires à la déontologie, ils seront sanctionnés. Alors pour calmer cette colère, Emmanuel Macron, qui s'est tenu en retrait sur le dossier des retraites depuis janvier, a répondu en direct de l'Élysée à 13h aux journalistes Marie-Sophie Lacaro de TF1 et Julien Bugier de France 2. Une interview télévisée très attendue par les Français dans laquelle il est revenu sur la nécessité de cette réforme. Le président reste droit dans ses bottes, pas de retrait, pas de recul. Ce texte, il va poursuivre son chemin démocratique, a-t-il affirmé, et je vous propose de l'écouter. Écoutez, ce texte, il va poursuivre son chemin démocratique. Il a été préparé par le gouvernement après des mois de concertation. Il a été ensuite porté par le gouvernement qui l'a modifié après ces concertations au Parlement. Il a donné lieu à 175 heures de débat. C'est le texte issu du chemin parlementaire, enrichi par le parlementaire, qui a été adopté dans la commission mixte paritaire, puis voté par le Sénat, et en effet qui a été adopté par l'Assemblée suite à l'utilisation de l'article 1049.3, et donc par un vote d'une motion de censure contre le gouvernement qui a échoué. Il est aujourd'hui devant le Conseil constitutionnel. Et donc, il faut maintenant attendre que le Conseil constitutionnel se prononce, et c'est à l'issue de sa décision que j'aurai à promulguer un texte, et donc qui permettra de faire évoluer les choses pour nos Tenez. On termine cette édition avec des images qui démontrent à quel point il est difficile d'aller au restaurant dans la capitale de son pays natal quand on s'appelle Lionel Messi. Le champion du monde qui est arrivé lundi à Buenos Aires disputera jeudi son premier match en Argentine depuis le titre mondial contre le Panama. Difficile d'être une star. Allez voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition de la mi-journée. En attendant, comme d'habitude, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. À très bientôt. Au revoir.